Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une ce dimanche, les législatives anticipées en Espagne, un scrutin d'une haute importance pour les Espagnols et pour leurs alliés et voisins stratégiques, dont le Royaume. Il y a tout juste une heure, à 18 h exactement, le taux de participation atteint 53,12%. Ce scrutin oppose le Parti socialiste ouvrier espagnol et le Parti populaire. Casablanca, cité cosmopolite aux multiples facettes, locomotive d'un grand pôle touristique régional en devenir. La région Casablanca-Stad vit au rythme d'une dynamique touristique exceptionnelle. Pour les premiers mois de cette année, le taux d'occupation des hôtels de la capitale économique a dépassé les 40%. Et puis immersion dans l'univers de l'artiste Lamia Mexi, ses œuvres, des décorations urbaines king size sont actuellement exposées au long de la corniche de Ain Diab à Casablanca. Des installations imposantes avec des couleurs respirant la vie, des œuvres qui racontent d'une certaine manière tout un pan de la vie de l'artiste. Bonsoir, je vous disais en titre, l'Espagne, allié et partenaire privilégié du Royaume. Dans la région méditerranéenne, le pays attend ce dimanche le résultat des élections législatives anticipées avec un scrutin d'une haute importance organisé pour la toute première fois en plein été. Quelques 37,5 millions d'électeurs étaient appelés plutôt à renouveler pour 4 ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs. Le taux de participation atteint 53,12% à 18 h, en baisse par rapport à l'année 2019. Un scrutin qui oppose deux principaux blocs, celui mené par le président sortant du Parti socialiste ouvrier espagnol, Pedro Sánchez, et le Parti populaire de droite mené par Alberto Núñez Feijóo. Tout de suite, les détails en compagnie de Hamid Belhassan et Briam Messi. Ils se sont donné rendez-vous à la première heure dans ce bureau de vote madrilène. Cette famille originaire du Maroc est parmi les premiers votants à avoir glissé leur bulletin dans l'urne ce matin. Pour eux, l'issue du scrutin sera déterminante pour l'avenir du pays. Cette élection est très importante car susceptible de refaçonner les équilibres politiques pour les 4 prochaines années. C'est une double fête électorale et personnelle pour moi car je célèbre mon mariage aujourd'hui même. J'ai rempli mon devoir citoyen. J'ai donné ma voix aux députés et sénateurs qui ont réussi à gagner ma confiance. Ce vote est décisif pour l'avenir de notre pays. Qui l'emportera donc ce 23 juillet? Plusieurs scénarios se dessinent. L'échiquier politique espagnol oppose de l'opposition de droite, le PP, le Parti populaire mené par Alberto Núñez Feijóo, 61 ans, est le favori des sondages. La possible arrivée au pouvoir de la droite devrait induire une alliance avec le parti ultranationaliste et ultra-conservateur Vox. Un tandem qui défend une ligne nationaliste anti-immigration. Son éventuelle mise en place au gouvernement soulève d'ores et déjà des craintes parmi les étrangers vivant en Espagne. De l'autre côté de l'échiquier politique, le PSOE, parti de gauche du Premier ministre socialiste sortant. Pedro Sánchez, donné battu par toutes les enquêtes d'opinion après la déroute de la gauche lors des élections locales de mai. Un scrutin dont l'issue devra déterminer la politique étrangère du pays. Amis historiques, voisins et partenaires privilégiés de l'Espagne, dans le pourtour méditerranéen, le Maroc occupe une place majeure de l'agenda politique espagnol. Des relations de bon voisinage tournées vers l'avenir. Et pour un éclairage sur l'actualité d'aujourd'hui et de la semaine, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur, le politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'actualité du jour, c'est ce scrutin, ces législatives anticipées en Espagne. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour le Maroc? Nous le disions, allié stratégique et partenaire privilégié historique du Royaume du Maroc. Un partenariat qui lie les deux royaumes avec plusieurs questions d'intérêt commun et avec plusieurs domaines clés, notamment la sécurité, la politique et l'économie. Professeur Sahimi. Évidemment, c'est un scrutin qui est suivi avec intérêt par le Maroc ainsi que par d'autres capitales, évidemment. Pour ce qui nous concerne, nous avons des relations privilégiées scellées
avec l'exécutif dirigé jusqu'à maintenant par Pedro Sanchez, responsable du PSOE, Parti socialiste espagnol. Et c'est une avancée même qualitative qui s'est faite dans ce partenariat avec les accords et les déclarations d'avril 2022, en particulier pour ce qui est de la position de Madrid sur la question nationale. Ça, c'est connu. Le suivi du Maroc, qui est un suivi attentif, c'est de savoir quelle va être la majorité qui va se dégager ce soir à l'issue de ce scrutin du 23 juillet. Les sondages donnent évidemment le parti, pour l'instant le Parti populaire, mais les sondages se trompent à quelques points près, on le sait. Mais il semble bien que ça soit une tendance, donc le Parti populaire dirigé par Alberto Núñez Feijóo. La question est de savoir est-ce qu'il aura une majorité absolue. Pour l'heure, ça n'est pas évident. Et l'idée qui se dégage, c'est que pour former une majorité et diriger le gouvernement, et donc il va conclure une alliance avec le parti Vox, qui est un parti de droite, issu d'ailleurs d'une scission du Parti populaire, on ne le rappelle pas assez, et qui a un certain nombre de valeurs, lesquelles des valeurs nationalistes, plus des valeurs traditionnelles, sur la famille en particulier, sur des valeurs du fait d'un certain nombre de mesures du PSOE qui n'ont pas été acceptées, considérées comme irrecevables par un électorat traditionnel catholique espagnol. Le Maroc est confiant, pourquoi ? Parce que nous avons des relations d'État. Et le Maroc formule l'hypothèse et l'espoir qu'une majorité dirigée donc par le responsable du Parti populaire va appréhender de manière conséquente les intérêts supérieurs de l'État. Il peut y avoir des nuances, etc. Mais fondamentalement, il y a des intérêts supérieurs qu'il s'agit de consolider et de promouvoir. Et donc sur ce plan-là, c'est avec confiance, mais avec veille, que Rabat, évidemment, va suivre les résultats de ces élections, mais plus encore la formation de la majorité et pour finir la politique du nouveau cabinet. Je rappelle pour l'histoire que le Parti socialiste espagnol, s'était allié avec Podemos pour former la majorité sortante. Et Podemos avait des positions pas très favorables à l'endroit de la question nationale. Eh bien, pour autant, les intérêts supérieurs ont prévalu avec la position prise par le gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sanchez. Et Podemos a continué à multiplier des postures, des gestes de mauvaise humeur, mais fondamentalement, il s'est inscrit dans le cadre de cette politique des intérêts d'État de l'Espagne. Oui, des intérêts ou alors des enjeux, cette fois-ci pour la communauté marocaine en Espagne, sachant qu'ils sont plus d'1 million de Marocains résidant sur le sol espagnol. Je dirais que cette communauté est en première ligne, si je puis dire, pour ce qui est de scrutin. C'est une communauté qui est forte de 800 000 personnes. 800 000 personnes, dont les 2/3 sont de nationalité espagnole. Les Marocains sont la première nationalité depuis des années qui acquiert la nationalité espagnole. C'est important. Donc, ça. Alors, évidemment, ce sont des électeurs. Il y a à peu près 500 000 qui sont en situation régulière, qui ont un cas d'électeurs, qui sont espagnols. Et donc, c'est un vote important pour eux, parce que ça les concerne, parce qu'ils vivent en Espagne. Et il faut que leurs droits soient préservés. Ils sont très impliqués. Nous avons écouté quelques témoignages pendant le reportage qui vient de passer. Parce qu'ils mesurent quel est l'enjeu de ce scrutin. Ils sont binationaux, ils sont espagnols en votant, mais en même temps, ils savent qu'une politique dirigée par un parti de droite allié à un parti comme Vox, évidemment, susceptible de poser un certain nombre de problèmes. J'ajoute, c'est une communauté laborieuse. Il y a 18 000 entrepreneurs marocains qui sont en Espagne. Autre fait marquant de la semaine, professeur Srimi, la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, avec cette nouvelle position en faveur de la question du Sahara marocain, qui pourrait d'ailleurs accélérer les positions officielles en faveur de la première cause nationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que l'on se rapproche d'un règlement définitif à ce différend artificiel ? C'est souhaitable, évidemment, que l'on puisse se rapprocher d'un règlement définitif de ce dossier artificiel, mais pour l'heure, le factuel, c'est-à-dire l'agenda. Le 17 juillet, le Premier ministre israélien donc envoie une lettre à Sa Majesté le Roi pour lui dire la reconnaissance de l'État d'Israël, la marocanité des provinces méridionales récupérées. 2 jours après, le 19 juillet, Sa Majesté remercie le chef d'exécutif israélien et lui dit que cette décision a été saluée par l'ensemble du peuple marocain et les forces vives
et que c'est évidemment un acte important pour l'approfondissement et la consolidation des relations entre les deux pays. C'est un acte évidemment important, mais c'est un acte qui procède d'un processus qu'on oublie de rappeler. Le processus, c'est quoi? C'est la référence aux accords du 22 décembre 2020, accord tripartite entre les États-Unis, le Maroc et Israël, sur une paix globale, des relations amicales, pacifiques, etc. C'est dans ce cadre de principes définis par cette déclaration tripartite que s'inscrit ce processus de normalisation avec Israël. C'est extrêmement important. J'y ajoute que c'est une approche globale. C'est une approche globale qui va peser sur le bilatéral Maroc-États-Unis, évidemment, mais nous sommes déjà bien avancés sur ce plan-là, mais surtout sur le bilatéral Maroc-Israël. Et donc, c'était là une dynamique, un processus qui ne pouvait conduire qu'à la reconnaissance par Israël de la marocanité des provinces sahariennes. Et cette annonce d'Israël, professeur, n'atteint en rien la position inébranlable du Royaume du Maroc face à la question palestinienne, que le souverain avait d'ailleurs érigée ou alors élevée au même rang que la première cause nationale, et le Royaume qui a aussi toujours prôné la paix, la stabilité dans cette région entre Palestiniens et Israéliens. Votre commentaire par rapport à cela ? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a cette normalisation, cette reprise de relations entre Rabat et Tel Aviv. Mais ça s'est fait évidemment sur la base de principes. Savez-vous que quand il y a eu cette déclaration de Washington, de tripartite, et donc l'annonce du texte de cette déclaration, le premier entretien téléphonique qu'a eu Sa Majesté le Roi, c'est avec qui? C'est avec le président de l'autorité palestinienne, dans les 2 heures qui ont suivi, pour réaffirmer aux dirigeants palestiniens la continuité de la position marocaine, le soutien à la cause palestinienne. Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est une cause nationale. Le souverain l'a dit et réitéré comme la cause du Sahara marocain. Donc c'est important. Deuxième point, c'est important parce que ça offre un cadre de dialogue et de concertation. Les principes définis par la déclaration tripartite du 22 décembre 2020, États-Unis, Maroc, États-Unis, sont pour le dialogue, la concertation, la médiation et une politique de paix et de stabilité, non seulement dans la région, mais ailleurs dans le monde, particulièrement pour ce qui est du Moyen-Orient, c'est important. Et c'est donc dans le cadre de ces principes-là et de cet espace ouvert désormais par cette déclaration que s'inscrit cette démarche marocaine. Le Maroc fait de l'affaire palestinienne, faut-il le rappeler, une cause nationale attestée par des actes de solidarité, solidarité et soutien devant toutes les instances internationales, soutien de terrain, notamment les hôpitaux de campagne, le budget de 90% financé par le Maroc de Beit Mal el-Quds, les scolarisations, etc. Donc sur ce plan-là, le Maroc n'a... Des actes concrets qui se sont succédés à travers l'histoire. Des actes concrets qui se distinguent, il faut le dire, des postures et des surenchères des uns et des autres. Donc nous en sommes là. Et il faut espérer que les principes de la déclaration conjointe tripartite de décembre 2020 pèse sur l'exécutif israélien, parce qu'il est tenu à avancer dans ce processus-là qui a été validé par les États-Unis et agréé par le Maroc. Très bien, merci professeur Mostafa Shimi pour cet éclairage. Merci à vous. Sport, le cavalier Abdelkbir Ouaddar a remporté cet après-midi le championnat du Maroc du saut d'obstacles dans le cadre de la 38e édition de la Semaine du Cheval, organisée au Royal Complexe des Sports équestres et Tborida Dar Salam à Rabat, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ouaddar montant le cheval Sheikha est suivi par le lieutenant Yassine Lklalej en 2e place, talonné par le Ghali Bouqa en 3e position. Dans une autre catégorie, la cavalière Melek Zidani a remporté le championnat du Maroc des U18 de saut d'obstacles. La 38e édition de la Semaine du Cheval, qui s'est clôturée aujourd'hui, a mis en compétition plutôt 353 couples cavaliers et chevaux dans 20 catégories différentes afin de décrocher la médaille d'or. À présent, cette triste nouvelle, le décès de l'ancien international marocain Hassan Amcharat, connu sous le nom de Silla. Il a rendu l'âme hier soir, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie.
Le défunt avait porté le maillot de l'équipe nationale de football pendant les années 1970. Il était aussi l'un des membres du 11 national qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 1976. C'était en Éthiopie. Fassila a évolué pendant plusieurs années au sein du Sporting Club Shabab Al-Mohammedia. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. « 6 millions, c'est le nombre de visiteurs que devrait accueillir la région de Casablanca-Stade à l'horizon 2026. Pour atteindre un tel afflux, la mégapole s'emploie à accroître son attrait touristique. Elle mise désormais sur une offre diversifiée, le balnéaire, le rural et le culturel aussi, qui sont d'ailleurs de nouveaux segments à haut potentiel qui émergent dans la métropole. Les précisions tout de suite en compagnie de Saïd El-Idrissi et Zakaria Moukilbillah. Casablanca, cité cosmopolite aux multiples facettes et locomotive d'un grand pôle touristique régional en devenir. La région Casablanca-Stade vit au rythme d'une dynamique touristique exceptionnelle. Pour les premiers mois de cette année, le taux d'occupation des hôtels de la capitale économique a dépassé 40%, plus de 75% pour le nombre de nuitées. La région de Casablanca-Stade est un pôle touristique important, grâce à ses atouts et aux services offerts aux visiteurs. En plus d'être la première destination du tourisme d'affaires, la région cherche à développer l'écotourisme, car il dispose de paysages naturels exceptionnels. Ben Slimane, l'Oualidia, El Jadida, la Kasbah de Boul'Aouane et un littoral de 35 km. Aux atouts naturels variés et autres sites historiques que compte la région, s'ajoutent des offres touristiques attrayantes et compétitives, de quoi promouvoir une activité touristique durable et intégrée. Notre objectif est de développer le tourisme à travers ses différentes variantes. Nous voulons capitaliser sur le tourisme d'affaires, boosté par l'industrie et les activités économiques. Les congrès et expositions sont une excellente vitrine pour attirer les touristes et les inciter à suivre le circuit touristique, qui comprend des sites au niveau rural et des monuments historiques qui seront ainsi valorisés. Dans le programme de développement régional 2022-2027, le développement du tourisme figure en bonne place, en particulier l'écotourisme et le tourisme au niveau des barrages, autres segments sur lesquels parie la région Casablanca-Stade. Ces œuvres sont exposées tout au long de la corniche de Aïn Diab à Casablanca. Impossible pour les visiteurs de ne pas les remarquer, vu leur taille imposante qui peut parfois dépasser les 4 mètres de hauteur sur plus de 5 mètres de largeur. Des décorations urbaines réalisées à la force du poignet par Lamia Mexi. L'artiste revendique d'ailleurs le droit de l'accès à l'art pour tous. Son exposition à ciel ouvert s'intitule Sirius, nom donné d'ailleurs à une étoile qui brille autant que le soleil. Abdelrahman Zian, Reda Fidjah et Dominique Orlando. On dit d'une œuvre d'art qu'elle est souvent la réverbération de celle ou de celui qui en est à l'origine. Dans le cas de Madame Lamia Mexi, non seulement on peut dire que ces œuvres qui convoquent l'univers ludique de l'enfance lui ressemblent, on peut même ajouter qu'elles sont comme le prolongement d'elles-mêmes. C'est surtout montrer un petit peu en fait mes grands jouets d'adultes et interpeller chez le visiteur et le public cette fibre artistique, cette fibre d'enfant, que ça donne envie, que ça encourage des vocations. Et c'est avec ce partage que je peux parvenir à faire passer mon message qui est avant tout la diversité, la couleur, la liberté. La liberté également de se frayer un chemin d'artiste là où a priori on ne l'attendait pas, en plein milieu d'un artisanat plutôt robuste, où le maniement du marbre et du métal ne l'ont jamais véritablement découragé. J'ai été hospitalisée très jeune et j'étais sur un lit d'hôpital pendant 1 mois. Et je pouvais pas, j'étais immobilisée, il fallait bien que je joue. Et au lieu de jouer à la poupée, je jouais avec des engins, en fait, des mini-engins. Et c'était plus un monde masculin, mais qui m'a sauvée à cette période et qui a fait que j'avais envie après de dépasser cette démarche, d'aller vers
le monde ouvrier, de lever cette barrière, d'être dans la compassion pour leur travail et à travers mon art, encourager certains métiers qui sont très difficiles. Et j'ai dépassé cette peur. De jour comme de nuit, les œuvres urbaines de Lamia Mexi peuvent être pareillement appréhendées, même si au coucher du soleil et à la tombée de la nuit, elles semblent toutes comme irriguées par une constellation tout à fait spéciale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.